Sans interdit, la ville racontée par les femmes. Un podcast de Marilyn Elkoury et Anne-Françoise Lambert et produit par We Tell Stories. Cet épisode s'inscrit dans une série de podcasts dédiés au rapport des femmes et des minorités de genre à l'espace public. Nous avons choisi d'adopter une définition large de l'espace public pour prendre en compte l'ensemble des situations dans lesquelles les rapports de domination de genre se reproduisent. En effet, les femmes ne subissent pas uniquement la domination visible au travers des interactions hostiles dans la rue. Elles sont aussi victimes d'inégalités socio-économiques ou de racisme systémique, par exemple. Ces inégalités liées au genre ont lieu dans des espaces parfois moins visibles que nous avons décidé de prendre aussi en considération dans ce podcast. Qu'en est-il aujourd'hui de la place des femmes dans l'espace public ? Comment occupent-elles cet espace et comment s'y sentent-elles ? À quel coût peuvent-elles exercer leur métier ? Quels obstacles structurels rencontrent-elles ? Dans ce premier épisode, Malvina retrace son parcours depuis ses débuts à la STIB, où près de 90% de ses collègues sont des hommes. Elle nous parle de son quotidien à bord du tram massif qu'elle pilote depuis maintenant 5 ans dans Bruxelles. Nous tenions à préciser que ce podcast a été enregistré en 2021 et que Malvina a changé de trajectoire professionnelle depuis lors. Nous tenions néanmoins à diffuser son témoignage car nous pensons qu'il reflète encore les enjeux actuels présents à la STIB. Alors, je m'appelle Malvina, je conduis des trams depuis 4 ans et demi. Et parallèlement à ça, je suis illustratrice, graphiste. Et donc, justement, il y a 4 ans et demi, j'ai pris un grand tournant dans ma vie professionnelle. Je ne faisais pas du tout ça. En gros, j'ai plus ou moins travaillé 10 ans dans le social, comme animatrice, éducatrice, puis responsable de projet. Donc, j'ai eu une belle évolution. En gros, je faisais du socioculturel parce que ça mixait justement mes deux passions. Mais ici, à 35 ans, c'était un CDI de remplacement dans le sens que, en fait, on pouvait m'appeler et me dire « Ne reviens pas demain ». Et je me disais « Bon, c'est quand même un peu limite de devoir me projeter comme ça loin, de faire des choses quand même importantes sans savoir si je serais là lundi, en fait ». Donc j'ai trouvé ça un peu injuste parce que mon contrat était vraiment précaire. Et j'ai vu l'annonce de la STIB et là, vraiment, en fait, je me dis, mais oui, chaque ligne, c'était ce que j'attendais. Déjà, l'entreprise se vendait. Moi, j'avais jamais postulé à quelque chose où c'est pas moi qui devais me vendre, en fait. Là, je me dis, ah, mais trop bien, il donne envie. Puis ça répondait à mon besoin d'indépendance. J'avais vraiment envie d'être dans mon coin sans avoir le statut d'indépendante, quoi. Donc, je voulais une équipe. Ça m'a semblé bien. J'adore conduire, j'adore bouger. Et enfin, je me suis dit, allez, chiche, quoi, en fait. Ça a été juste ça. J'envoie mon CV, chiche. Et on m'a rappelé pour faire des tests. J'ai réussi les tests, donc tout de suite, je me suis retrouvée en entretien. Je crois que j'ai jamais aussi peu préparé un entretien, parce que du coup, j'étais là, quoi ? Donc heureusement, j'avais mon CV en main. Je fais, OK, je vais vite dans la salle d'attente, me préparer. Ça ne s'est jamais aussi bien passé, parce que moi, les entretiens d'embauche, je perds tous mes moyens, alors que... Et quelques semaines après, on m'a demandé pour faire une visite médicale. Et moi, je me dis, bon, bah apparemment, je suis prise. Enfin, je sais pas, bizarre, OK. Moi, je m'attendais à faire, vous êtes prise, mais non. Donc j'ai fait cette visite médicale qui s'est montrée... Enfin, voilà, c'était positif, j'étais valide pour la conduite. Et c'est tout. Donc j'ai compris que j'étais engagée, on m'a convoquée pour signer mon contrat. OK, merde, ils m'ont rappelé, OK. Donc je vais conduire des trams. Donc ça a fait son petit bout de chemin. Et le jour où j'ai signé mon contrat, j'ai quand même signé un contrat d'ouvrière. Et là, mine de rien, en partant là, je me dis, ah ouais, quand même, c'est bizarre, je suis plus employée, je suis ouvrière. En fait, j'ai plongé d'un monde à un autre. Et puis évidemment, je suis passée d'un monde très féminin à un monde très masculin. En fait, je crois que je savais que c'était masculin, mais ne l'ayant jamais vécu, je réalisais pas ce que ça représentait. Donc oui, OK, je voyais plein d'hommes. En même temps, dans l'annonce, c'est vrai que ça je vous ai pas dit, il était mis qu'ils encourageaient les femmes à postuler. Donc moi, ça a été la phrase qui m'a clairement motivée à envoyer mon CV. Donc je me dis, bon, bah, c'est cool, ils nous accueillent, enfin voilà. Mais non, clairement, je n'avais jamais pratiqué ça, en fait. Donc, c'est un grand plongeon. Moi, on se retrouve vite dans des trucs un peu clichés, des remarques sexistes dès les premiers jours, des situations... Mais comme c'était nouveau, que je n'étais pas préparée, il y a plein de choses, je me suis prise en pleine face sans réagir tout de suite. Mais j'ai quand même dû signaler un comportement qui me semblait déplacé, qui n'était pas grave, mais je me suis dit, bon, mais en fait, si je dis pas tout de suite... Et puis même, je l'ai vraiment fait pour les suivantes, pour un monde meilleur. Et j'ai quand même cru que je risquais de perdre ma place, parce que je me dis, bon, t'es nouvelle, t'as encore rien signé, parce qu'on signe un contrat de 6 mois, en fait, au début. C'est un CDI, mais on a quand même 6 mois d'essai.
Ben, clairement, en arrivant, j'étais moi-même. Donc, moi, c'est qui? C'est quelqu'un de sociable, qui adore rencontrer les gens, même un peu tactile, genre épaule, ah ah ah. Et clairement, en arrivant là, j'ai vite senti que ça pouvait être interprété comme des ouvertures. Donc, j'ai d'abord eu cette première attitude, c'est oups, je me suis fermée en fait. C'était pas gai du tout parce que je souriais plus. Enfin, je calculais mes sourires et j'ai quand même passé quelques mois comme ça, je pense. Mais aussi parce que j'ai quand même clairement pas eu des débuts très faciles, justement à cause de cette personne que j'ai signalée, en fait. C'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que j'ai eu... Mec, je sais pas, en fait, si ça m'arrive aujourd'hui, je sais même pas du coup si j'aurais tenu bon. Mais là, je me suis vraiment dit que je me suis fait violence, en fait. Mais j'ai bien fait de rester parce que du coup, il y a... c'est clair que c'est en étant dedans qu'on peut changer les choses, quoi. Et cette année, il y a plein de filles hyper militantes. Après, on est une autre époque aussi, mine de rien. Je pense que je suis pas seule, je le savais, mais maintenant, on est en plus en contact avec les autres collègues. Parce que c'est ça qui nous manque, en fait. On se croise déjà pas beaucoup. Donc, en plus, vas-y pour croiser le peu de femmes qu'on est. Enfin, voilà, je croisais des collègues, parfois, on croise des personnes sur le réseau, à un local de pause, ou on croise une collègue 2 minutes, ou je suis en déplacement dans un autre dépôt, je croise une collègue. Et j'ai eu comme ça quelques situations où je voyais des jeunes filles, pour le coup elles étaient chaque fois très jeunes, qui avaient l'air très seules, très isolées, qui regardaient par terre, qui faisaient pas de vagues justement. Et je me disais, oh, ça craint quand même, enfin, je sais pas, merde. Enfin, là, il y a une bande de mecs qui rient à gorge déployée, pourquoi elle doit regarder par terre, puis ça me renvoie à comment moi aussi j'ai dû me comporter au début, et que parfois je me comporte encore comme ça. Tu rentres dans un local de break qui a 20 hommes, oui, moi je suis pas naturellement à l'aise, si je les connais pas, je vais pas arriver, coucou, salut, dire bonjour à tout le monde, non, j'avance, je fais ce que je fais, et puis je suis en train d'observer, enfin, ça fait partie justement des choses qui me prennent beaucoup d'énergie, d'être quand même fort dans le contrôle, dans l'analyse de l'environnement. Mais du coup, de croiser ces quelques collègues, je me dis, oh, ça va pas. Et puis, je rencontre une collègue qui apprend. En fait, on a droit à 1 jour de congé, si on peut appeler ça comme ça. C'est un congé d'inconfort chaque mois pour quand on est réglé. Et ça, c'est toutes les femmes qui ont droit à 1 jour par mois. Donc moi, j'apprends ça, déjà, je trouve ça révolutionnaire. Mais en fait, on ne nous dit pas ça, c'est du bouche à oreille. Donc moi, quand je l'ai appris, puis que j'apprends après 2 ans qu'il y a des femmes qui sont pas au courant, enfin moi, ça me révolte, en fait. Je me dis, on a un manque d'informations, et du coup, il faut qu'on se les file entre nous. Et j'ai créé un groupe WhatsApp en 2018. Et en gros, c'est ça, c'est se donner des infos via ce groupe, le faire vivre, mais essayer que les femmes aussi parlent, enfin que ça vienne d'elles et pas que nous deux, les administratrices qui sont tout le temps là, partager des articles, des machins. Et ça fonctionne en fait. Et cette année, ça a pris ça a fait un boom, donc... Dès le départ, tu sens, ok, en fait, on est une minorité et ça va se passer comme ça. Du coup, c'est subtil de toute façon, c'est comme partout ailleurs, quoi. Tu sens qu'on va t'expliquer 2 fois les choses au cas où, tu vois. T'as pas compris. Et puis, tu dois faire attention à comment tu t'abaisses, comment tu te poses, comment tu regardes dans les armoires Enfin, voilà. Parce que j'ai eu des réflexions, j'ai vite compris. Et du coup, c'est dommage parce que t'es dans le contrôle de, ok, moi, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aller regarder dans l'armoire là et de m'abaisser à hauteur de son entrejambe, mais voilà, enfin... Donc oui, ou des trucs, tout ce qui est physique, mais c'est pas un métier très physique, hein, mais genre changer les aiguillages, j'imagine c'est des choses que vous avez déjà vues quand on sort avec une pince. Mais souvent, ça y est, je vais le faire pour toi, ma grande. Ou oui, c'est ça. Comme si on devait nous expliquer 2 fois les choses pour être sûr que ça rentre et qu'on y arrive, et que si on peut nous aider physiquement, ils seront là. Mais tout ça, bien sûr, c'est des bonnes intentions. Vous avez vu que c'était une conductrice, c'est pas un conducteur. Ah non, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Et qu'est-ce que ça vous fait? Même chose? Même chose. C'est même plus agréable une conductrice qu'un conducteur. Enfin bon, parce que je suis un homme, quoi. Mais enfin bon, voilà, quoi. Comment ça se fait, vous pensez qu'il y a aussi peu de femmes qui conduisent Mais c'est dur, hein. Il faut se lever parfois à 4h du matin pour être au dépôt à 5h. Et puis il faut travailler jusqu'à 9h30. Et puis vous avez un break. Et puis vous recommencez à travailler. Donc quand vous avez des enfants, c'est pas très... Si vous voulez, c'est dur, quoi. C'est ça essentiellement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, ça n'a pas trop de sens, ça n'en a plus, parce qu'il y a des hommes seuls aussi qui élèvent des enfants. Mais c'est clair que les horaires en tant que parents, c'est compliqué, mais évidemment,
On n'est pas plus parents en tant que femmes. J'ai d'ailleurs un collègue qui me répète ça, mais à chaque fois que je le vois, en fait. Et un jour, il a vraiment approfondi le sujet, et dans toute sa bienveillance... Mais vraiment, allez, c'est quand même mieux d'être à la maison, les enfants et tout, ils ont besoin de leur mère, et leur père. Oui, mais c'est pas la même chose quand ils voient leur mère, ils sont... Ah, je fais, oui, parce qu'ils voient plus leur mère. Enfin, donc, oui, il y a encore du boulot, quoi. Mais pour moi, c'est pour tout, c'est global, c'est pas propre au métier d'homme, c'est propre à l'image qu'on se fait du rôle de l'homme et de la femme, en fait. Non, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de voir autant de femmes qu'on voit les hommes, mais ça me fait plaisir de voir ça. Plus dans la conception et dans la mentalité qu'on est habitué et qu'on nous habitue à avoir. C'est pas du tout des difficultés physiques ou intellectuelles, pas du tout. C'est juste qu'on a été trop habitués dans un sens et c'est ça, on doit un peu changer ça. Véronique de Batz, porte-parole de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Pour bien comprendre d'où vient le fait que les femmes sont sous-représentées dans certains secteurs et certains emplois, et en particulier des emplois qui se passent dans la sphère publique, c'est intéressant d'un petit peu remonter le temps. L'Institut a publié une étude d'une association qui s'appelle le CARIF, qui montre en fait l'évolution des rôles parentaux au cours des 2 derniers siècles en Belgique. Dans cette étude, on se rend compte que les femmes, en fait, elles ont toujours travaillé à l'extérieur du foyer pour des raisons financières, parce que le père était absent, parce qu'il était à la guerre, voilà, pour toute une série de raisons. Et que ce n'est qu'à partir du 19e siècle qu'il va y avoir une véritable volonté politique, en fait, de créer une sorte de nouveau modèle familial. Un modèle qui va être dual et hiérarchisé aussi entre les hommes et les femmes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté politique de créer ce modèle à ce moment-là ? Eh bien, pour des raisons d'abord de bien-être de l'enfant, de santé de l'enfant, donc c'est ça qui va être invoqué, pour des raisons de natalité aussi, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'hommes qui meurent dans des guerres successives, etc., mais aussi pour des raisons de stabilité de la société. Donc ça, ce sont les raisons qui sont invoquées à ce moment-là. Et on va mettre beaucoup de moyens en œuvre pour réaliser ce modèle. On va d'abord éduquer les petites filles à la maternité et aux tâches ménagères. On va créer des écoles aussi pour les jeunes filles à cet égard. On va aussi à un moment interdire le travail féminin ou alors le sous-payer pour vraiment décourager les femmes de travailler à l'extérieur du foyer. On va supprimer des crèches qui existaient auparavant. On va créer des allocations familiales qui vont encourager la natalité et on va créer des mesures fiscales qui vont favoriser le modèle de la femme au foyer et qui existe toujours aussi en Belgique. Donc, la maternité, elle va servir à justifier en fait une différenciation des rôles sociaux des femmes et des hommes dans la société. Ça va durer jusque dans les années 70 où on va voir apparaître un féminisme assez radical en réaction finalement à ce modèle. Et à ce moment-là, la Belgique va aussi sous pression internationale et européenne, la Belgique va adopter des législations égalitaires et antidiscrimination. Il est clair que cette politique de justification des inégalités a laissé des traces qui sont encore perceptibles aujourd'hui. On voit bien qu'on a des siècles de stéréotypes derrière nous. Ça nous a forgés. Tant qu'on n'aura pas plus d'égalité dans la sphère privée, on n'aura pas plus d'égalité dans la sphère professionnelle. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout. De toute façon, de base, en fait, je pense que l'entreprise n'a pas travaillé au préalable à accueillir les femmes et qu'ils sont en train de le faire. Maintenant, on est là et hop, ok, faut faire ça, ok, il faut faire ça. Par exemple, les sanitaires, c'est un très très gros souci. Et on a surtout démontré que c'était beaucoup plus délicat pour les femmes d'avoir des sanitaires inaccessibles ou pas fonctionnels ou
ou sales parce qu'on n'est pas faites de la même manière et qu'en fait la plupart des collègues se retiennent tout leur service. Et donc là, on a, dans notre petite campagne de mobilisation, on a quand même eu plusieurs témoignages de femmes qui sont maintenant inaptes parce qu'elles se sont retenues des années à aller aux toilettes sur le réseau et qui ont des problèmes de reins irréversibles, quoi. Donc, et c'est sûr que moi, je suis une assoiffée de la vie, j'ai commencé ce métier, je me dis, on va se calmer parce que non, moi je veux pas être dans ces sanitaires toutes les heures à chaque terminus parce que c'est pas... Donc pour un peu vous résumer, de toute façon là je ne dévoile rien parce que ces sanitaires sont sur l'espace public, mais c'est une toilette pour tout le monde. Donc à un terminus où il y a une arrivée toutes les minutes, il n'y a rien pour poser serviette hygiénique par exemple. Puis il n'y a pas de lunettes, enfin bref, et c'est des toilettes extérieures, donc en hiver ça caille, en été c'est des fours, Et donc au début c'est un peu marrant, mais en fait quand c'est ton quotidien toute la journée, je trouve que c'est très inconfortable pour ça, pour aussi quand on arrive au dépôt, on est une minorité, donc... on passe pas inaperçu. Et c'est clair que moi, quand je viens faire mon boulot, j'aimerais juste être comme tout le monde, un collègue qui arrive et que, voilà, parfois, tout le monde se retourne selon les personnes qui sont là. Et ou alors, c'est grand sourire sur le visage de tout le monde. Ok, c'est chouette, mais bon, si j'étais un homme, je ferais peut-être pas ça. Et on n'a pas de salle de repos non mixte. Alors qu'on a des horaires coupés, donc il y a énormément de femmes qui ne se reposent pas, qui n'osent pas rentrer dans ces salles ou qui n'osent pas se coucher parce que quelqu'un va arriver, que c'est pas spécialement de la peur mais c'est de la gêne, et puis il y en a qui ont eu des avances complètement déplacées, enfin on ne devrait même plus appeler ça comme ça, mais qui ont subi du harcèlement sexuel. T'as énormément de responsabilités en fait dans cet énorme véhicule qui est extrêmement dangereux, qui est d'une utilité aussi très importante à la ville. Ouais, c'est clair que au début j'étais là waouh. Enfin quand en fait je vois la fin de mon tram dans le rétro, je dis ouais quand même en fait, ou mon reflet dans les vitrines, je dis ouais c'est moi qui, enfin quand même en fait hein. Mais moi du coup ça m'a donné beaucoup de fierté, et en fait malgré que j'ai travaillé dans le social, je sais pas 10 ans là, je me suis jamais autant sentie utile. J'ai ressenti beaucoup de fierté parce que je me disais en fait c'est génial, on amène les gens à l'école, au travail, à l'hôpital, c'est génial en fait. Tu fais partie de la ville, tu te sens vraiment actrice de la ville. Enfin je sais pas, au début quand je croisais les ambulances et tout, je pense maintenant ça me le fait encore mais c'est complètement naturel, mais tu dis on est collègues de ville quoi, enfin voilà, on fait vivre cette ville, c'est très concret, c'est très indispensable. Il y a des moments où je me sens un peu héroïne comme ça au taquet. Enfin, j'ai un peu endossé le truc de voilà, si je vois une femme ou une jeune fille. Enfin, déjà, je me suis dit si une femme ou une jeune fille court, même si on est en pleine journée en heure de pointe, moi je m'arrête, quoi, ça c'est clair. 2 fois plus le soir, et je suis fort au taquet à ce qui se passe dans mon véhicule. Oui, ça m'a donné un peu. Je me sens plus actrice, du coup, même quand je travaille pas, quoi. Je suis fort. Mais en même temps, j'étais déjà un peu justicière dans l'âme. Là, du coup, ça me donne clairement une assurance que j'avais pas. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc l'espace public, je me le suis clairement plus approprié. Si tu avais une baguette magique, ayant le pouvoir de faire apparaître ou de transformer un objet dans l'espace public afin qu'il soit adapté aux besoins des femmes, quel serait cet objet ? Alors clairement, moi j'ai pensé aux toilettes. Après... mettre des toilettes pour femmes à l'heure actuelle, ça ne va pas être suffisant parce que la rue doit changer, en fait, l'espace public doit changer. Mais clairement, je pense que ce serait le number one. Quel est le lieu dans ta ville où tu te sens le plus à l'aise et pourquoi ? Les terrasses de café. En fait, j'adore parce que je pense que je m'y sens protégée. En fait, que je suis dans la ville, que je peux tout observer et qu'en même temps, je risque rien, même si c'est la journée, le soir. Enfin, je me suis jamais dit je suis en insécurité, je vais aller à cette terrasse. Mais en fait, c'est un lieu vraiment, je me sens complètement légitime d'exister en tant que femme dans l'espace public. Et quel est le lieu dans ta ville où tu te sens le moins à l'aise et pourquoi ? Du coup, c'est comique ou pas du tout, mais en fait, c'est les transports en commun et en particulier les stations. Le soir, mais même la journée, si c'est des longs couloirs déserts, c'est pas du tout mon kiff. C'est quoi ta meilleure réplique à quelqu'un qui a essayé de te renvoyer à ta condition de femme ? Mais en fait, je pense que c'est beaucoup arrivé là au boulot avec ce fameux congé d'inconfort dont je vous parlais. Déjà, de base, si tu as le malheur de te plaindre du fait qu'être une collègue féminine, c'est plus compliqué, on te renvoie tout de suite ça. Ouais, mais vous avez 1 jour de congé par mois. Et donc moi, je réponds toujours, mais on échange quand tu veux, on échange quand tu veux. Le ventre qui se tord, les vertiges, le sang qui dégouline avec les toilettes qu'on a, que tu connais. Il n'y a pas de souci, c'est quand tu veux. Et en général, c'est clair que là, ils n'ont plus grand-chose à dire. Donc voilà. Tu te déplaces comment, toi, en ville ?
Eh ben, en transport en commun. Et à vélo aussi, mais qui du coup, c'est aussi un peu un transport en commun. Pour conclure, tu peux nous donner ton message d'espoir pour les femmes? J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de mixité. Que clairement, que dans le concret, quand j'arrive au travail, quand n'importe quelle femme arrive au travail, il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes, de différents âges et cultures aussi. Et sans doute que dans 10 ans, ce sera presque ça, hein, mais je sais pas, qu'il y ait plus de représentation, en fait, je me dis, même dans la communication, mais vraiment, en fait, faut vraiment s'imaginer ça, quoi, que dès qu'on arrive, moi, dès que j'arrive là sur le site, même l'extérieur, tous les ouvriers qui sont là, ce sont des hommes, alors qu'il commence à y avoir des femmes aussi, mais je sais pas, qu'on se sente moins en minorité, quoi. Du coup, on se demandait, est-ce que conduire un tram, c'est un métier d'homme? Pas du tout. Enfin, oui, aussi. Mais c'est un métier, point. Et venez les femmes, les jeunes filles, venez. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous tenions à remercier Naïe Batili et Louise Métrige de Vie Féminine pour leur confiance et le support qu'elles nous ont apporté. Sophia Touami, qui nous a soutenus et accompagnés dans nos premiers pas. Son enthousiasme et ses conseils avisés nous ont permis de persévérer. Merci également à Charlotte Prévinaire et Marie Bourguignon pour leur regard critique. Un grand merci à Véronique Debatz pour son intervention. Merci à Elliot Ratino et Gilles Dereau pour leur disponibilité et leur mixage talentueux. Enfin, merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce podcast possible, comme la Maison des Parents Solo. Dans notre prochain épisode, nous recevrons Lisette Lombé, une artiste plurielle, poétesse et slameuse. Vous avez écouté un podcast de Vitel Stories.